Donc, je remercie chaleureusement Michel Auduit pour sa présence ce soir. Vous avez pu lire précédemment, donc il est architecte paysagiste. Depuis 2002, il est enseignant aussi à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, où il travaille sur des projets d'aménagement de jardins et d'espaces publics en milieu urbain ou rural. Il est aussi secrétaire général de la Fédération française du paysage et président délégué du Val d'Or. En 2011, il s'est associé à Michel Pénat pour l'exposition La ville fertile à la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris. Et en 2013, il a aussi organisé avec Madame Santini une conférence sur André Le Nôtre, de l'héritage à l'action, et cela à l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de ce grand jardinier. La conférence de ce soir va s'articuler en deux temps. Une première partie, plus historique, rappellera l'histoire des jardins et surtout leur adaptation climatique à travers l'histoire. Et nous aurons une seconde partie finalement plus technique qui abordera la question de l'adaptation au changement climatique en essayant de nous donner à nous tous, jardiniers et amateurs de jardin, des perspectives. Voilà. Donc, je laisse la parole à Michel. Merci Gaëtane. Bonsoir à toutes et à tous. J'imagine que des personnes nous rejoindront durant la conférence du fait de ce petit problème de connexion. Je vais commencer un petit peu lentement pour que le maximum d'auditeurs et d'auditrices profitent un petit peu de la conférence. Alors, j'introduirai très rapidement, je vais déjà partager mon écran pour introduire un petit peu les propos que je vais tenir ce soir. Bien, les jardins face au réchauffement climatique, histoire et perspective. Perspective, j'essaierai de rendre la perspective plus importante et je pense qu'il y aura beaucoup de questions et je ne m'attarderai pas sur le volet historique qui mériterait une conférence en soi. Alors, les étés sont de plus en plus secs et longs, on parle de déficit hydrique. S'ajoute à ça un certain nombre de déséquilibres, voire de désordres écologiques qui font que les jardins sont mis à rude épreuve. Mais la question de la sécheresse qu'on va surtout aborder ce soir a été présente finalement de tout temps dans l'art des jardins et en particulier au Proche et au Moyen-Orient, qui est une des régions du monde probablement où l'humanité a créé des jardins d'agrément en s'adaptant aux aléas climatiques qui existaient dans ces régions qui sont semi-désertiques. Donc, je commencerai par rappeler un petit peu toute une tradition d'un art des jardins qui s'est appuyé sur la rareté de l'eau. Et on va voir que la rareté de l'eau a donné dans l'histoire des jardins les formes les plus intéressantes jusqu'à nos jours. Et dans un second temps, j'en viendrai à notre période, c'est-à-dire finalement le début du XXIe siècle, où la question climatique est dans toutes les préoccupations et dans tous les discours aujourd'hui, que l'on soit agriculteur, jardinier ou protecteur de l'environnement, et qu'on commence à réfléchir finalement depuis déjà une vingtaine d'années à la manière de s'adapter à ces évolutions, à un climat qui est de plus en plus continental, avec parfois beaucoup d'eau. Et c'est vrai qu'on ne sait pas très bien, on parle de réchauffement climatique, mais on ne sait pas encore très bien comment ça va se manifester. Certains spécialistes parlent de périodes de plus en plus sèches et longues, mais aussi de périodes où on pourrait avoir beaucoup d'eau.
Et on voit bien qu'il faudra s'adapter, construire, faire avec, et ça va être le cas des jardins. Et je montrerai un certain nombre d'exemples de jardins récents, conçus ces 20 dernières années, je dirais plutôt ces 10 dernières années, qui tiennent compte de ces questions, et plus largement des questions écologiques qui vont souvent avec, hein, parce que des désordres climatiques entraînent aussi des déséquilibres écologiques qui posent tout un tas de questions aux jardiniers, aux concepteurs de jardins et aux jardiniers. Sur cette page de garde, il y a 2 photos de jardins sur lesquelles je reviendrai. Le domaine du pavillon de Gallon en Provence, dans le Vaucluse, qui est un jardin à la fois historique, puisqu'il il s'est appuyé sur les bases d'un ancien jardin, sur les traces d'un ancien jardin du XVIIIe siècle. Et c'est un jardin qui a été conçu au début du XXIe siècle en intégrant un certain nombre de critères justement d'adaptation. C'est un jardin qui n'est pas arrosé ou peu arrosé, et qui répond à cette adaptation au climat qui est déjà sec d'ailleurs en Provence. Et puis l'autre image montre un jardin qui, lui, est dans le nord de la France. C'est un jardin de plantes médicinales, de plantes utiles d'une manière générale, qui est à Saint-Valery-sur-Somme, et qui est un jardin qui n'est pas arrosé ou peu arrosé également. Alors, c'est à Saint-Valery-sur-Somme, c'est moins sec que la Provence, mais même à Saint-Valery-sur-Somme, les étés sont de plus en plus secs. Je reviendrai sur ces 2 images un petit peu plus tard. Petit rappel historique donc de la question du climat et de l'eau dans les jardins. L'économie d'eau et le stockage de l'eau notamment a toujours été au cœur de l'histoire de l'art des jardins et au cœur même de la forme des jardins. Je montre cette fresque murale qui est dans le Palais des Papes d'Avignon, c'est d'actualité, qui représente un bassin au cœur d'un jardin qui est tout à fait stylisé ici, dont on ne sait pas d'ailleurs exactement la forme, mais on voit bien que ce qui occupe le centre de ce qui pourrait être un jardin, c'est une fresque du Moyen-Âge, c'est un bassin qui est à la fois un lieu de stockage de l'eau et également un lieu où l'on élevait également les poissons. À travers le temps, l'eau va structurer les jardins. Alors l'eau, elle est bien sûr agricole au départ. C'est d'ailleurs pour cela que je rappelle un petit peu le schéma d'irrigation de l'Oasis. Et c'est vrai que l'agriculture est aux sources d'une manière générale de la forme des jardins et des jardins d'agrément en particulier. Et c'est vraiment la distribution de l'eau qui, dans ces pays où les périodes sèches étaient naturelles et importantes, étaient longues, on a appris finalement à stocker l'eau et à la redistribuer quand il fallait en saison sèche, tout au long de la saison sèche, c'est-à-dire à peu près 6 mois de l'année. Et tout ce parcours de l'eau structurait les jardins, à la fois les jardins les plus agricoles. On voit ce système d'irrigation dans l'Oasis, et puis je fais le parallèle avec ce système d'irrigation dans les jardins de l'Alhambra. Et puis on le retrouve sous forme de chemin de l'eau, d'adduction d'eau, des rigoles, qui peuvent être aussi des éléments extrêmement esthétiques, comme dans le jardin du Généralif, par exemple, à Grenade, ou encore en Provence au château d'Ansouis. Là, on a l'impression que l'eau est partout dans ces jardins. En réalité, toutes ces structures-là sont des structures à la fois esthétiques, mais aussi qui permettaient d'irriguer l'ensemble des jardins à partir de lieux de stockage, qui étaient les citernes ou des bassins. J'en viens au stockage de l'eau, des bassins, des citernes. On en reparle d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant, c'est que s'intéresser à l'histoire finalement de la sécheresse et de la manière dont dans certaines régions du monde, l'humanité a su gérer la ressource et la rareté de la ressource, est assez éclairant
je dirais, pour notre époque, où on devra probablement gérer de plus en plus des saisons sèches. Ici, deux bassins qui sont des merveilles, patrimoine mondial, hein, Jardin de l'Alhambra, bassin de la Ménara à Marrakech, qui sont des bassins qui ont certes une dimension esthétique, mais qui sont avant tout des citernes qui stockaient l'eau. Et pour le bassin de la Ménara, c'était l'eau provenant de l'Atlas, redistribuée ensuite dans une oliveraie palmeraie qui existe encore tout autour. Stocké toujours avec les formes à la fois les plus raffinées et les plus rustiques. Dans le village de Cucuron, dans le Vaucluse, c'est un bassin, on va dire, municipal au centre du village qui stockait, qui avait une fonction de lavoir également. Et puis, on retrouve dans le domaine d'Albertas, à Bouc-Bélair, ou encore dans le domaine d'Arnajon, des bassins beaucoup plus raffinés, mais qui restent également des lieux de stockage, ou encore ce bassin citerne au mas de Valmacelle, à Seignon, toujours en Provence, qui sont à la fois des éléments de décor et des éléments techniques utilitaires. L'eau dans les jardins où il manque d'eau, enfin dans les régions où il manque d'eau, elle est mise en scène, elle est célébrée dans l'art des jardins. Un jardin ici à Tanger, un jardin dans le quartier Léour à Rome, ou encore le jardin l'une des cours du palais du Généralif à Grenade, où l'eau n'est que mise en scène parce que c'est un élément qui était rare et qu'il fallait célébrer, et donc qui participe à l'ambiance complète des jardins. Célébrer l'eau toujours à travers des formes, en particulier ces buffets d'eau ou ces nymphées, toujours en Provence, en Italie, ce merveilleux buffet d'eau de la Folie de la Mogère près de Montpellier, des rochers moussus. C'est une tradition très, très provençale, de ce calcaire qui va peu à peu se déposer sur les fontaines et être envahi de mousse. Paradoxalement, la Provence gérait l'eau, gérait le manque d'eau, et en même temps célébrer l'eau dans les jardins. Et ces nymphées participent justement à donner l'image de fraîcheur dans ces jardins où tout autour la nature était extrêmement sèche. La sécheresse, le climat sec va donner aussi des formes végétales tout à fait intéressantes, avec ces arbres taillés, ces platanes, ces grandes allées de platanes qui créent l'ombre, ces platanes taillées en plateaux, en gobelets, qui vont apporter l'ombre, la fraîcheur dans ces domaines, dans ces jardins provençaux et dans ces villes également, puisqu'on retrouve le pendant urbain de toutes ces formes végétales. Je montre ici quelques images des tonnelles, des platanes taillées en plateau qu'on retrouve, qui sont spécifiques de la partie méditerranéenne, dans ce qu'on appelle aussi des plateaux d'ombrage, ou encore cette gravure qui illustre un jardin en Iran et qui montre toutes les strates aussi, et la strate des arbres qui faisaient de l'ombre aux strates inférieures, petits arbres et plantes herbacées, et ce système qui est aussi celui de l'oasis, hein, c'est-à-dire des grands arbres font de l'ombre et créent une espèce de fraîcheur et de microclimat pour les plantes qui viennent dans la strate inférieure, sont des systèmes d'adaptation à la sécheresse, et qu'on redécouvre sous de nouvelles formes aujourd'hui, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Toujours ces formes végétales. Alors, bien sûr, c'est aussi, et ça a toujours été de tout temps, une végétation complètement adaptée, locale. On parlera beaucoup de l'origine de la végétation et de la qualité des capacités d'adaptation de la végétation
à la sécheresse, à l'ensoleillement pour aujourd'hui, mais ça a été vrai de tout temps. Et en même temps, l'exotisme dans les pays chauds, c'est aussi quelquefois de cultiver des marronniers d'Inde, des tilleuls, des arbres qui sont plutôt originaires de régions plus fraîches et qui, elles, demandaient un arrosage spécifique. En automne, on voit ici, au domaine de la Gaude, en Provence, toute une végétation là, complètement adaptée, qui n'est jamais arrosée, des pins d'Alep, des cyprès, des chênes verts, mais un marronnier d'Inde, qui lui était un peu l'arbre rare en Provence. Un peu comme dans le Nord, on acclimate des arbres méditerranéens ou plus exotiques. Alors, la notion de climat sec et de milieu d'origine, elle arrive quand même relativement tôt dans l'histoire de l'art des jardins. En tout cas, à partir du début du XXe siècle, on voit apparaître des jardins, notamment sur la Côte d'Azur, spécifiquement méditerranéens. Alors, il y a un mouvement un peu méditerranéen dans l'art des jardins sur la Côte d'Azur, qui est porté par plusieurs paysagistes à l'époque, dont Ferdinand Bach, qui est le concepteur des colombières à Menton, Lawrence Johnson, qui crée aussi des jardins, qui est un paysagiste anglais, qui crée des jardins sur la Côte d'Azur. On va créer à la fois des jardins extrêmement méditerranéens, et puis des jardins exotiques ou des jardins spécifiques liés à un climat. On verra le jardin alpin aussi, le jardin de rocaille. Et là, c'est intéressant parce que le jardin alpin, le jardin de rocaille, évidemment, fait allusion aux Alpes, enfin à la montagne, à la haute montagne, mais aux conditions aussi rudes, et notamment aux conditions de sécheresse qui existent aussi dans les zones d'alpage. Donc, on voit bien qu'à partir du début du XXe siècle, mais là, on n'est pas du tout sur des raisons, sur des questions écologiques où la question du réchauffement climatique ne se pose pas du tout. Là, on est vraiment dans une démarche esthétique, finalement, d'essayer de recréer des milieux spécifiques, la Méditerranée, les alpages ou encore l'exotisme comme les jardins de cactés, par exemple. Et donc, on cherche à recréer les conditions spécifiques de la sécheresse, notamment par des sols rocheux, des sols très drainants, et puis le choix d'une végétation spécifique. Je montre quelques images de certains de ces jardins existent aujourd'hui. Le jardin des Colombières a été restauré. Et voilà, c'est un jardin qui renoue vraiment avec une grande tradition méditerranéenne du jardin après plusieurs décennies d'exotisme. C'est une réaction finalement aux palmiers, aux plantes exotiques qui s'étaient développées dans la seconde moitié du 19e siècle sur la Côte d'Azur. Là, il y a vraiment une réaction un peu néo-méditerranéenne ou néo-provençale qui va défendre le retour finalement aux plantes originelles. Mais là, on est vraiment dans un parti pris esthétique. Ou encore le jardin des serres de la Madone, qui lui associe deux types de plantes, des plantes locales méditerranéennes qui appartiennent finalement à la végétation spontanée, les cyprès, les chênes verts, etc., des variétés de cistes, et associées à des plantes exotiques que permettait le climat de Menton. Les jardins alpins et de rocaille se développent beaucoup dans les années 1930 également, à la fois par intérêt botanique, mais aussi par souci esthétique. Certains sont des jardins botaniques, là je vous montre des photos de jardins botaniques, mais le jardin de rocaille existe aussi chez les particuliers. Et là, on va au contraire créer parfois, comme en Angleterre par exemple, des conditions de sécheresse pour acclimater ces plantes. On ne le sait pas assez, mais les plus grands obtenteurs de variétés de lavande ou de cistes, qui sont des plantes méditerranéennes, sont les Anglais.
Mais en Angleterre, pour cultiver des lavandes ou des cystes, il faut là créer des conditions de sécheresse. Alors, c'est plus le cas aujourd'hui. La question aujourd'hui, elle est complètement inverse et on voit bien que les aires géographiques d'un certain nombre de plantes méditerranéennes remontent progressivement vers le nord et peut-être un jour jusqu'en Angleterre, puisqu'en Angleterre, on commence à planter des vignes notamment. Alors, après ce bref panorama historique qui appellerait vraiment à avoir eu une conférence, et notamment la question de l'eau et la gestion de l'eau dans l'art des jardins, elle est passionnante parce que l'eau est structurante dans une grande partie du monde et donc elle va donner des formes véritablement dans l'art des jardins. Je passerai à la seconde partie où là, je vais traiter plus spécifiquement de notre époque et de ces jardins à l'aune de l'évolution climatique. Alors, on va voir qu'il y a différentes façons d'approcher cette question. Je vais aborder tour à tour la question du local, de l'origine des végétaux, de l'adaptation, donc des végétaux à une situation locale. Je vais parler également d'acclimatation, et puis je parlerai de modes de gestion qui peuvent accompagner cette adaptation au réchauffement climatique. Et je ne doute pas qu'il y ait beaucoup de questions à la suite parce que amateurs de jardin, créateurs de jardin se posent aujourd'hui beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à une évolution du climat. Alors, je commencerai par la question des végétaux et c'est la raison pour laquelle je vous montre deux images d'illustration de deux jardins botaniques. Le plus vieux jardin botanique de France, qui est le Jardin des plantes de Montpellier, qui est lié au départ à à la faculté de pharmacie, et qui de tout temps a accueilli les plantes, a collectionné les plantes et les a aussi acclimatées. Et puis, le nouveau jardin botanique de Bordeaux qui présente, lui, et là je vous montre deux photos de ce qu'on appelle la galerie des milieux, c'est-à-dire que ce jardin botanique présente à la fois des collections de plantes, mais également des ensembles de milieux de la région aquitaine, donc le milieu des dunes, les landes, les milieux argilo-calcaires, etc. Un certain nombre de milieux liés à des sols spécifiques. Et là, c'est une approche beaucoup plus écologique. Alors, pourquoi j'insiste un petit peu sur ces deux images? Parce que je pense que la question, l'une des réponses à l'adaptation au réchauffement climatique, elle est dans les jardins botaniques. Les jardins botaniques sont des réservoirs de connaissances, sont de véritables encyclopédies, des réservoirs de graines, de plantes. Beaucoup de plantes qui sont présentes dans les jardins botaniques ne sont pas jusque-là, ou très peu, ou à la marge, dans les jardins. Et c'est vraiment dans toutes ces collections de plantes et à partir de l'observation des plantes et en fonction des milieux notamment, qu'on va puiser probablement la palette végétale des jardins de la seconde moitié du XXIe siècle. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors ici, une carte qui montre une cartographie de la sécheresse autour de la Méditerranée, sécheresse qui s'accroît d'année en année. Je montre deux images aussi, une image en Normandie sur la gauche, donc on voit un gazon sec. Cette image elle a été prise il y a 2 ans, le 1er juillet, quelque chose comme ça, c'est-à-dire au début de l'été, c'était déjà sec. Et puis de l'autre côté, une petite image qui a été une petite photo d'un jardin à Tanger, sur la vieille montagne, et sous un figuier, qui est quand même une plante résistante à la sécheresse, a, dès le début de l'été, perdu ses feuilles et s'est mis en situation de repos finalement, comme un repos hivernal, mais là c'est un repos estival. Et on voit à quel point finalement
il va falloir regarder la carte, comprendre un petit peu la répartition de l'eau, la répartition de l'eau dans le temps, dans les saisons, pour voir un peu comment s'adapter à ce qui va venir. Une jolie image, j'en avais parlé dans l'introduction, le domaine le pavillon de Gallon donc à Cucuron, qui a été un prix Jardin, c'était en 2019, prix Jardin VMF en 2019. Ce qui nous avait intéressé dans ce jardin, au-delà de sa forme, enfin c'est un magnifique jardin, c'est toute la stratégie de son propriétaire et qui est aussi son concepteur, en tout cas celui qui a réhabilité ce vieux jardin, d'avoir choisi de ne quasiment pas arroser, sauf ponctuellement, ce jardin, mais de le créer en s'adaptant à la sécheresse. Alors ici, nous étions au mois de mai, donc c'est pas encore très sec, mais il peut être beaucoup plus sec en été. C'est de montrer aussi que la question de la sécheresse n'est pas non plus un malheur. Je crois qu'il faudra faire avec, c'est ce qu'il faut comprendre aussi. On ne pourra pas lutter à un moment donné contre des gros déficits hydriques. Il va falloir à la fois stocker de l'eau quand il y en a pour lutter contre les déficits hydriques, mais aussi adapter la palette végétale et trouver de nouvelles formes, trouver des végétaux qui se substituent à d'autres, et notamment dans des jardins historiques, puisque cette question se pose parfois plus cruellement dans les jardins historiques où on souhaite, depuis parfois plusieurs siècles, maintenir une structure existante. On verra que même dans les jardins historiques, cette question aujourd'hui, on la prend en compte et qu'il peut y avoir des solutions qui sont tout à fait satisfaisantes. Toujours ce domaine où on voit cette palette végétale qui puise évidemment dans toutes les ressources de la Méditerranée ou ce qu'on appelle les biomes méditerranéens, c'est-à-dire les régions dans le monde où vous avez des situations équivalente au climat de la Méditerranée et au type de sol de la Méditerranée. Et donc, il fait qu'on peut adapter, acclimater aussi en Provence des plantes, une palette qui provient d'Afrique du Sud notamment, et qui est tout à fait intéressante et tout à fait adaptée aux conditions méditerranéennes. Les conditions encore une fois, le réchauffement climatique ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de froid et qu'il y aura des orangers partout. L'hiver dernier nous a montré, y compris dans le midi de la France, que hors du pays de l'oranger, par exemple, les agrumes, les mimosas pouvaient geler à la faveur d'un -7, -8. Et alors que dans l'ensemble de l'année, la température augmente. Donc, ça devient compliqué à partir du moment où on doit traiter à la fois de la question du sec, de périodes qui sont extrêmement chaudes où les plantes doivent pouvoir résister, mais également de la possibilité de périodes de refroidissement. Il faudra faire avec. Ici, des formes de jardins qui s'adaptent, qui revisitent l'histoire même des jardins. Ce sont des jardins conçus par le paysagiste qui est installé à Grasse, le célèbre paysagiste Jean Mus, donc qui est dans une pure tradition des jardins du Midi, où se mêle à la fois végétation locale de type méditerranéen, et puis une végétation exotique qui va jusqu'à utiliser ce qu'on appelle les plantes grasses ou les plantes succulentes. Jean Mus est vraiment dans une tradition de l'art des jardins hérité de la Provence. Son père était jardinier à la Villa Noailles, dans la Villa Noailles à Grasse, et c'est là qu'enfant, finalement, il a commencé à être sensibilisé à cette grande tradition méditerranéenne de l'art des jardins, et puis à ce sens, finalement, de l'association de végétaux introduits, acclimatés, et de végétaux plutôt d'origine locale.
C'est un des jardins, et c'est encore un prix jardin VMF, je crois que c'était en 2016, à Embrun. Embrun, nous sommes dans les Alpes, pas très loin de Serponçon, et c'est un climat à la fois froid l'hiver, il peut y avoir de la neige, ça peut descendre, ça peut être très très froid, et très sec en été. Il peut y avoir des périodes très sèches et un été qui peut se poursuivre, en tout cas du point de vue de la sécheresse, très longtemps, jusqu'à fin octobre. Le jardin du château de Picontal est un jardin qui est recréé par le paysagiste Loïc Pianfetti sur les bases, quelques documents, des fouilles archéologiques ont permis de recréer un jardin tel qu'il était, enfin dans l'esprit en tout cas, de ce qu'il a pu être au XVIIIe siècle. C'est assez caractéristique de la Provence, d'un jardin provençal du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qui s'inspire du style classique français, mais avec une d'une forme de rusticité, une échelle évidemment bien moins grande que pouvaient l'être les grands jardins classiques d'Île-de-France au XVIIe siècle, comme Vaux-le-Vicomte, Chantilly ou encore Versailles. Alors, cette photo, pour vous montrer qu'il y a là 4 parterres, là nous sommes euh, en fin de printemps, où là c'est les graminées qui dominent. On verra un peu plus tard apparaître d'autres plantes, qui montrent aussi qu'on peut avoir dans ces jardins historiques une palette végétale entièrement adaptée aux conditions locales et qui s'intègre parfaitement dans le cadre de ce jardin. Je ne dirais pas historique parce que c'est un jardin qui est créé dans les années 2005, 2006. Je vais un petit peu en reparler parce que le propos du paysagiste est tout à fait intéressant. Il a souhaité créer un jardin, hormis les agrumes, c'est un jardin qui est composé de plantes adaptées aux conditions climatiques à la fois hivernales et des conditions climatiques estivales de ce lieu. Il s'est appuyé à la fois sur une végétation locale, de plantes qu'on pouvait trouver autour, associée à une végétation complètement acclimatée, mais provenant de parties du monde où les questions, où le climat correspond au climat qu'on peut avoir à Embrun. Et ça sera tout à fait le propos aussi de Gilles Clément, dont je reparlerai, pour le domaine du Rayol, mais j'y viendrai un peu plus tard. Donc la démarche est extrêmement intéressante parce que finalement on enrichit la palette végétale locale qui est relativement pauvre, d'une palette végétale qui est plus riche, et on le voit dans ces associations végétales, et on peut avoir des floraisons qui se succèdent aussi dans ce jardin, avec une végétation qui vient de très loin, mais qui retrouve ici à Embrun des conditions proches finalement de ces régions d'origine. Et je crois que de plus en plus, on va aller vers là, c'est-à-dire que l'adaptation au réchauffement climatique va impliquer un élargissement de la palette végétale et un enrichissement de la palette végétale. Parce qu'on parle de plantes indigènes, mais les plantes indigènes peuvent aussi souffrir du réchauffement climatique. Si je prends le tilleul, le chêne-rouvre, etc., sont des arbres aujourd'hui qui peuvent dépérir, comme le bouleau aussi, ça paraît incroyable, mais le bouleau a beaucoup souffert des 2 dernières années de sécheresse. Beaucoup de bouleaux sont morts en milieu naturel comme dans les jardins l'été dernier. Les tilleuls ou les chênes-rouvres peuvent, dans certaines régions, y compris dans le nord de la France, être affaiblis, et pourtant ce sont des plantes indigènes à l'origine. Ici,
3 images pour vous montrer que finalement, cette évolution de la palette végétale elle est déjà en cours. Ici, une régénération d'un bosquet dans le jardin des Tuileries. Alors, dans le jardin des Tuileries, ces dernières années, on avait développé plutôt, depuis le 19e siècle, 2-3 espèces d'arbres qui sont aujourd'hui fragilisées par le tassement des sols, la sécheresse estivale, dont les marronniers d'Inde. Et donc, aujourd'hui, les responsables du jardin réintroduisent une diversité végétale d'espèces d'essences rustiques. Ici, dans ce bosquet, il y a des merisiers, plusieurs variétés de charmes, des ormes, alors des ormes comment dire, horticoles, hein, donc résistants à la maladie, des sureaux, enfin toute une diversité végétale et puis ce qui est tout à fait intéressant, c'est que quand on le peut, on crée aussi, on accompagne les arbres de plates-bandes plantées, d'arbustes ou de plantes, qui va redonner aux arbres une condition de fraîcheur, une condition de milieu, notamment de sol, plus riche, et éviter les tassements des sols qui accélèrent aussi avec les périodes sèches le dépérissement des arbres. Et en même temps, on reste sur le principe de la plantation en ligne, en quinconce, caractéristique de ce jardin historique. Au château de Chambord, dans les nouveaux parterres, on a une approche, à la fois on a repris des plans anciens, et puis on a une approche du fait aussi du dépérissement du buis, d'une évolution un petit peu du climat, etc. On a voulu introduire, alors ça ne marche pas toujours, mais on a voulu introduire de nouvelles formes de bordures, et notamment des bordures de thym. Bon, alors il se trouve que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît à Chambord, puisque il y a quand même des problèmes en hiver d'humidité. Le thym est une plante de garrigue et qui a besoin, été comme hiver, mais hiver en particulier, de terrain très sec. Mais ce qui est intéressant, c'est que sont là des essais, on teste de nouvelles formes et dans une situation très historique. Et puis on voit bien dans ce jardin néo-renaissance de l'hôtel de Sens à Paris que les grenadiers dans une ville comme Paris, alors je ne dis pas hors de Paris, je pense qu'en Seine-et-Marne, les grenadiers ne tiennent pas encore, sinon vraiment dans des lieux extrêmement abrités, mais dans Paris intramuros, les grenadiers se portent très bien aujourd'hui, et je pense qu'ils fonctionnent assez bien avec ce type de jardin. Une évolution aussi dans d'autres parterres, à Versailles notamment, l'année dernière, ont été créés dans le domaine de Trianon des parterres avec des plantes d'origine africaine. Alors c'était durant la saison estivale, mais je le montre parce que c'est intéressant et on voit bien comment dans une structure très dessinée, taillée avec du buis, on peut introduire une diversité végétale et notamment qui s'appuie sur des plantes venues d'ailleurs. Un nouveau bosquet à Versailles qui est en pleine croissance, qui a été inauguré il y a 8 ans maintenant, c'est Bosquet du Théâtre d'Eau, qui a été conçu par Louis Bénèche, et où Louis Bénèche a planté des chênes verts, on le voit ici, alors qu'ils ne sont pas encore très gros, parce qu'il a souhaité les planter jeunes pour qu'ils s'adaptent progressivement à leur situation. Mais il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on n'aurait surtout pas planté des chênes verts à Versailles, on n'aurait pas imaginé que les chênes verts puissent tenir dans un bosquet versaillais. Il y a une centaine de chênes verts qui, à terme, créeront un sous-bois dans lequel évolueront les différentes fontaines. Et puis, toujours dans un jardin historique à Paris, les Tuileries, où toutes les plantes horticoles ont été remplacées par des tapis de lavande. Voilà. Des jardins qui mettent véritablement en scène la sécheresse. Alors là, c'est un parti pris, mais qui est intéressant parce que beaucoup de ces jardins se développent aujourd'hui en Australie, en Californie, qui sont déjà des zones extrêmement touchées. Toute la région de Los Angeles est extrêmement touchée d'ores et déjà, et chaque été, par le rationnement en eau.
Et d'où les paysagistes s'adaptent déjà à cette sécheresse. On a aussi des jardins en Grèce. Alors la Grèce a été toujours un pays sec, ce n'est pas un pays de jardin à l'origine. Et il se trouve que certains paysagistes travaillent vraiment avec les conditions les plus dures qui soient, et pour obtenir des effets qui sont tout à fait intéressants, qui sont graphiques, avec une palette végétale complètement adaptée, comme ici aussi dans un jardin du Maroc, où se met une végétation type graminée résistante au sec, décactée, etc. Donc des jardins qu'on arrose pas ou qu'on arrose beaucoup moins. C'est montrer aussi que la sécheresse peut être aussi intéressante dans ce qu'elle provoque d'adaptation. Il y a aussi, toutes ces dernières années, la Méditerranée a beaucoup inspiré. Alors, bon, les premiers jardins sont des jardins méditerranéens, mais avec une approche qui est plus liée, qui trouve sa source d'inspiration dans la campagne, dans le paysage, dans la garrigue, ou dans l'agriculture ici, comme ce parterre de lavande au Mas Benoît, près des Galières, qui est un magnifique jardin dont on voit encore une autre image là, qui s'est beaucoup appuyée sur les plantes locales. Alors l'herbe verte que vous voyez, c'est parce que la photo a été prise au printemps. En été, et là aussi, ça fait partie finalement de peut-être ce qu'il faudra de plus en plus accepter, c'est d'avoir des parties du jardin un petit peu plus sèches, et ne pas avoir un vert anglais à tout prix partout. Un des premiers jardins conçus sans eau et véritablement comme une garrigue extrêmement élaborée, c'est ce jardin du domaine de la Louve, toujours dans le Vaucluse, qui a été conçu dans les années 80 et par Nicole de Vézian. Nicole de Vézian, elle était directeur artistique chez Hermès. Et puis, à la retraite, elle s'est retirée en Provence et elle a passé les dernières années de sa vie quasiment à concevoir son jardin, à expérimenter beaucoup de choses, à partir à la fois de plantes qui existaient et de plantes qu'elle a pu planter, mais toujours dans cette palette, en puisant toujours dans la palette méditerranéenne ou adaptée à la sécheresse. Un jardin dont vous avez déjà vu probablement des images, qui est un des plus beaux jardins contemporains qui a été créé en France ces dernières années. C'est le jardin du Fort Saint-Jean, musée du Mucem à Marseille, qui est un jardin qui n'est pas arrosé. Sinon, exceptionnellement, mais le principe de ce jardin, c'est qu'il n'y ait pas d'apport d'eau. Donc, il est conçu exclusivement avec des plantes méditerranéennes, des plantes qui ont été plantées d'une part, mais les jardiniers accueillent aussi des plantes venues d'ailleurs, c'est-à-dire venues avec le vent, venues avec des oiseaux, et qui peuvent faire partie également de la composition du jardin. Autre jardin dont je recommande vivement la visite, tellement le lieu est magnifique et le parti pris intéressant, c'est le jardin du Rayol, qui est un morceau de Méditerranée, 20 hectares de Méditerranée qui dépendent du Conservatoire du Littoral, entre Hyères et Toulon, et où le paysager Gilles Clément a voulu installer ce qu'il appelle le jardin des Méditerranées, c'est-à-dire plusieurs milieux issus des différents mondes méditerranéens de par le monde. Donc ce qu'on appelle le biome méditerranéen, c'est ces régions du monde où on retrouve des conditions un peu équivalentes à la Méditerranée, une végétation qui est proche ou spécifique de la végétation méditerranéenne. Donc une façon finalement de commencer à réfléchir aussi à une évolution des jardins dans le cadre du réchauffement climatique. Des jardins même en Angleterre, hein, ce jardin de Bête Château dans le Sussex, qui est un jardin sans eau. Alors en Angleterre, vous me direz, c'est plus facile, mais quand même, il y a de plus en plus d'étés secs en Angleterre, et on arrose aussi en Angleterre. Et puis ce jardin sec conçu à Taroudan par les paysagistes Ossard et Morière. Alors, quelles sont les stratégies? Le choix des végétaux, bien sûr, des végétaux à la fois acclimatés, des végétaux indigènes. Il est très important de regarder toujours, et c'est la première chose à faire n'importe où, hein, je dirais, quand on conçoit un jardin, quand on
oui, quand on conçoit un jardin ou quand on achète une propriété et qu'on veut voir un peu faire évoluer son jardin, il est important de regarder ce qui pousse autour, à la fois d'une manière spontanée. Si vous avez l'image d'une garrigue au printemps, là, c'est fait spontanément. Et là, vous avez une garrigue, mais version Olivier Philippi, qui est ce fameux grand pépiniériste qui a développé qui est appelé les jardins sans eau, les jardins secs, et qui s'est fait connaître notamment parce que c'est lui qui a fourni et aidé à la réalisation du musée, enfin du jardin du Fort Saint-Jean à Marseille. Et on voit bien comment la nature peut être source d'inspiration. Mais vous me direz, bon, à quoi ça sert finalement de recréer exactement la nature? Sauf quand même que ici, on voit bien que ce jardin-là est très différent de la garrigue. On voit qu'il y a des choix, qu'il y a des tailles et que le jardinier intervient régulièrement pour obtenir ces effets de ton, de couleur, ces effets graphiques, l'évolution dans les saisons également. Mais la nature peut être source d'inspiration dans le choix. Et puis, il y a aussi évidemment l'acclimatation, comme je le disais, aller chercher ailleurs, dans des climats équivalents, des plantes qui peuvent s'adapter. Ça, c'est la première des choses, le choix des végétaux. La palette végétale, je vous montre ici quelques planches, alors elles sont infinies. On a beaucoup utilisé, et je dirais même usé, des graminées. C'est vrai qu'elles sont intéressantes parce qu'à la fois elles limitent, dans une période où on limite aussi l'emploi des herbicides, enfin qui est de plus en plus interdit d'ailleurs. On en a beaucoup utilisé les graminées parce qu'elles ont cette capacité à se développer et à faire un peu le vide autour d'elles. Mais elles sont aussi intéressantes parce qu'elles sont résistantes au sec. Alors moi je dirais le tout graminé, enfin moi je ne prescrirai pas le tout graminé. Je pense que ça fait partie de la palette végétale, mais ça ne doit pas être systématique comme ça l'a été ces dernières années. Une palette méditerranéenne, des arbustes qu'on voit de plus en plus, et notamment le filaire angustifolia, qui a été ces dernières années un substitut du buis jusqu'en Lorraine, puisque c'est en milieu sec, il peut résister très bien au froid, le filaire, et donc on l'utilise beaucoup aujourd'hui pour faire notamment ce qui autrefois était des grosses boules de buis, et du fait de la pyrale, on a ces dernières années trouvé des substitutions au buis. On peut voir aussi l'usage de plus en plus de plantes vivaces, qu'on appelle des plantes vivaces, herbacées, de type herbacé. Et on voit là des plates-bandes extrêmement élaborées, notamment conçues par un paysagiste américain, Cassian Schmidt, qui utilise des plantes qui ont une capacité de résistance au sec de par leur région d'origine, qui sont tout à fait intéressantes. Et on voit bien qu'on peut avoir des jardins extrêmement élaborés en associant, comme ici, par exemple, au château de Pange en Lorraine, des plantes plutôt locales et quelques plantes horticoles. Et tout ça peut donner des compositions extrêmement intéressantes dans un jardin qui, par ailleurs, au château de Pange, est structuré. Des plantes vivaces ici, comme les hémérocalles, des variétés de sauge, etc. Les rosiers, ce qu'on ne sait pas assez, mais nombre de rosiers sont résistants au sec, résistent très bien au sec, et on arrose souvent trop les rosiers qui ont une capacité de résistance et d'adaptation au sec, pour peu qu'on choisisse le bon porte-greffe. Et ce jardin, ce qui est un lieu aussi que j'aime particulièrement, et qui fait écho aussi à la revue VMF qui est ce mois-ci est consacré à la Vendée, et ça c'est le jardin de Georges Clémenceau en Vendée, qui est un jardin qui est à la fois, c'est un jardin de bord de mer qui est à la fois composé de plantes, il y a des bulbes, des choses comme ça, un petit peu importées, disons, et puis des plantes locales tout à fait résistantes à la sécheresse, aux embruns, enfin à tout ce climat finalement a priori défavorable au départ à la culture d'un jardin. Des ambiances végétales qui s'appuient évidemment toujours sur ces palettes de plantes de terrain sec, mais avec lesquelles on peut composer
des choses, des formes notamment tout à fait intéressantes, ou des associations de couleurs, de floraisons, etc., tout à fait intéressantes. Le choix des essences d'arbres, ça c'est quelque chose qui engage dans le temps. C'est vrai que quand on doit choisir aujourd'hui des essences d'arbres, on se pose beaucoup de questions. Parce que quand on plante un arbre, on le plante minimum pour 50 ans, et on se dit, on essaie, on espère le planter pour un siècle, voire plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de faire évoluer la palette végétale. On l'a vu notamment sur la replantation du canal du Midi, où on a pris soin de choisir dans le remplacement des platanes un certain nombre d'essences comme le micocoulier, le peuplier tremble, le pin parasol, etc. Un certain nombre, le chêne céris par exemple, sont des arbres qui sont plus résistants à la sécheresse. On voit ces arbres peu à peu apparaître également, parfois en milieu forestier, ou encore dans le cadre de jardins où on fait peu à peu évoluer. Je parlais du jardin des Tuileries, je parlerai un peu plus tard du jardin du Luxembourg à Paris, où peu à peu on est dans un renouvellement des essences. Et il y a des essences qu'on ne replante pas, mais on trouve des substitutions. Par exemple, le chêne céris remplace de plus en plus le chêne rouvre, notamment, ou encore dans certains jardins, le chêne rouge d'Amérique, qui sont des chênes qui sont plus affectés aujourd'hui par le réchauffement climatique. Parce que derrière la sécheresse, il y a aussi qui dit sécheresse dit fragilisation des arbres et attaque par des maladies, attaque par des insectes, notamment des charançons pour le chêne. Les forestiers se posent aujourd'hui la même question et ils acclimatent dans des parcelles, notamment l'Office national des forêts acclimate, fait des essais d'acclimatation dans certaines parcelles, d'essence d'arbres plus ou moins équivalente à la forêt tempérée, enfin la forêt très présente sur le sol français, mais d'espèces provenant de régions plus sèches, comme des régions de la Turquie, du Caucase, etc. Et donc, il y a vraiment des adaptations tout à fait intéressantes aujourd'hui qui sont en cours. Je vous montre ici quelques photos de régénération. La régénération de la palette végétale arbre, alors, du couvert végétal du jardin du Luxembourg est tout à fait intéressante. Ici sont des chênes céris. Là, vous voyez, dans cette photo, vous ne voyez pas, mais bon, il y a des platanes d'Orient qui sont un peu plus résistants que le platane acéricifolia, qui est le platane plus commun à la sécheresse. Bon, il y a les marronniers d'Inde, ceux-là ne sont pas très adaptés aux périodes sèches, mais ils sont là, c'est l'héritage. Vous avez des merisiers, des coleteria, et puis un peu plus loin, on va retrouver des chênes céris, et puis un certain nombre de variétés. Donc il y a un parti pris comme ça, des gleditsia, il y a un parti pris qui est de diversifier également la palette végétale et de l'adapter à des conditions plus sèches. La diversification est intéressante également sur un plan écologique, puisque quand on a juste un ensemble monospécifique, une seule espèce ou deux, on a plus de chances d'avoir des problèmes sanitaires, des déséquilibres sanitaires, que quand on réintroduit de la diversité. Alors, réintroduire de la diversité dans ces jardins qui sont par ailleurs très géométriques, qui s'appuient beaucoup sur la symétrie, c'est compliqué. Alors, c'est vrai qu'au Jardin du Luxembourg, on reste dans la même échelle, on reste dans des arbres qui sont alignés et dont la première la couronne des arbres est alignée aussi afin que le regard continue à fuir un petit peu sous la frondaison des arbres. La question, c'est aussi de conduire le jardin dans le temps, de gérer aussi le naturel. Par exemple, un sous-bois, plus un sous-bois dans un jardin, dans un parc est géré naturellement.
plus les végétaux vont être moins fragilisés. C'est-à-dire, par exemple, mieux vaut ne tondre que le passage que tondre l'ensemble d'un sous-bois. C'est bien de laisser, de faucher par endroits, de laisser la fauche en place, qui va contribuer à pailler le sol, à l'enrichir et à prévenir à la fois contre les stress hydriques, mais aussi à enrichir le sol. La régénération naturelle est tout à fait intéressante aussi. Plus les arbres, plus on s'appuie finalement sur des arbres qui vont venir de manière un peu spontanée, plus ces arbres vont être résistants. Et puis, il y a toutes les formes de paillage qu'on introduit aujourd'hui, pour différentes raisons d'ailleurs. C'est à la fois, comme ici au potager du roi, limiter le désherbage manuel, puisqu'on ne fait plus de désherbage chimique, mais également maintenir un peu de fraîcheur en saison sèche. La question de l'arrosage aussi, Olivier Philippi a dans ses livres, je vous donnerai quelques références enfin, il parle beaucoup de l'arrosage et c'est vrai qu'il est important à la fois d'arroser copieusement, mais ne pas habituer non plus les plantes à un arrosage permanent, comme souvent le font les gouttes à gouttes mal réglés. Souvent, les gouttes à gouttes sont mal réglées. Renouer avec les conques qui permettent, surtout pour des arbres ou des plantes nouvellement plantées, qui sont le meilleur arrosage, et qui font écho d'ailleurs à cette irrigation ici dans les oasis. On crée des creux finalement qui se remplissent d'eau et qui vont bien arroser, mais on arrose qu'une fois par semaine, une fois tous les 10 jours. Et c'est le meilleur arrosage, laisser sécher entre deux apports d'eau conséquents, de manière à ce que aussi les plantes, le système racinaire, aillent progressivement puiser dans les profondeurs du sol et s'ancrer. Il n'y a rien de pire qu'un système racinaire qui ne se développe que superficiellement et qui peut être soumis finalement aux aléas d'une sécheresse par panne d'arrosage, défaut d'arrosage, etc. Des tontes moins fréquentes aussi, des choix des semis, des prairies rustiques, des tailles peut-être parfois moins sévères, en tout cas plus respectueuses des formes naturelles, tout ce qui peut globalement préserver un petit peu le milieu et les caractéristiques des végétaux contribue finalement à prévenir un petit peu les zones sèches. Après, on peut aussi substituer des semis fragiles d'herbes, comme on l'a fait pendant des années pour avoir des gazons anglais, à des prairies plus rustiques, des prairies naturelles, et y compris en Bretagne. Prairies qui peuvent aussi contribuer à l'enrichissement du sol et créer aussi par moment, en saison, un effet un peu spectaculaire. Et composé avec le paysage, je mets cette photo qui est le paysagiste devant son tableau, qui est Jean Mus, dans un de ses plus beaux jardins, qui est un jardin qui est assez peu connu, dans lequel il travaille depuis 30 ans. Et qui s'est appuyé véritablement sur le paysage local, ici ce paysage provençal. On n'en déduisait pas que tout doit être méditerranéen sur l'ensemble du territoire, mais la leçon à tirer, c'est vraiment l'idée aussi de jardiner en partie avec l'existant. C'est extrêmement important. Un jardin qui est en cours encore d'aménagement à Nantes, qui est le jardin extraordinaire et qui porte bien son nom. Il a été conçu dans une ancienne carrière. On a en partie sélectionné une végétation existante qui s'était installée spontanément, à laquelle on a associé une végétation horticole et exotique. Et ça donne quelque chose de magique. Alors, le parti pris, c'est aussi de récupérer l'eau dans ce jardin. Donc, on voit beaucoup d'eau, mais c'est de l'eau récupérée, il n'y a pas de gaspillage. On concentre les efforts sur des parties un peu exotiques, un peu spectaculaires. Et puis, tout le reste, la végétation se gère toute seule, je dirais, avec l'aide des jardiniers. Et donc, on a un jardin où se mêle à la fois une végétation de type sec, qui s'est vraiment installée dans les rochers de cette ancienne carrière. Il y a même des chênes verts, il y a toute une végétation spontanée de type méditerranéen, et on est à Nantes. Et à côté de ça,
on a une végétation qui, elle, est une végétation exotique. Et je terminerai sur cette dernière image avant de répondre à vos questions, qui vous donne un petit peu quelques éléments bibliographiques de quelques ouvrages, à mon avis, qu'il est bon de consulter. Alors, Olivier Philippi, bon, il a essentiellement travaillé sur la Méditerranée. Alors, je ne dirais pas que la Méditerranée est partout, même si la palette végétale méditerranéenne remonte. Vous remarquerez que je n'ai pas cité dans les arbres l'olivier, parce que l'olivier, on le met aujourd'hui à toutes les sauces, il se retrouve sur des ronds-points avec des graviers, etc. Il n'y a rien de plus. Enfin, l'olivier est complètement dévoyé dans son emploi aujourd'hui. Alors, ça passera, il y a un phénomène de mode qui est assez redoutable. Mais je pense que ce qui est intéressant chez Philippi, c'est la philosophie finalement. Ce qu'il prend, ce qu'il emprunte à la garrigue, on peut l'emprunter aussi à la lande bretonne, enfin à différents milieux naturels comme ça, qui peuvent être des sources d'approche intéressantes. Mais je crois que de plus en plus, on va, et ça c'était l'exemple même enfin quelques exemples que j'ai donnés, c'est aussi aller puiser dans des palettes végétales de d'autres parties du monde. Et c'est en ça finalement que les jardins botaniques vont être de plus en plus des ressources, parce qu'il y a un nombre de plantes inexploitées aujourd'hui dans les jardins botaniques qu'on trouve très très peu dans les pépinières. Pourquoi? Parce que dans les pépinières produisent d'une manière générale ce qui s'utilise ou ce qui se vend le plus, hein, sauf quelques pépinières de niche. Et c'est vraiment là qu'on va trouver des solutions pour à la fois continuer à faire vivre des jardins qui sont des jardins historiques, en les maintenant dans leur forme et en maintenant cet héritage, et puis créer également des nouveaux jardins. Voilà, je vous remercie et je répondrai avec plaisir à vos questions. Merci, monsieur, pour cette conférence passionnante. Alors, parmi les questions, il vous est demandé par quelle plantation peut-on remplacer les buis très malmenés avec les attaques de pyrales dans nos régions? Alors, il y a plusieurs substituts au buis, tout dépend de l'échelle. Il y a des variétés de fusains. Il y a un houx qui s'appelle Ilex crenata. Il y a un fusain dont je ne me souviens plus du nom latin, à toute petite feuille, qui peut permettre de recréer des formes de bordure. Pour les grosses masses de buis, il y a le filaire dont je parlais, qui est une plante méditerranéenne. Le buis est une plante méditerranéenne, hein, ce qu'on oublie. Et puis, moi, je suis assez optimiste pour le buis parce que on commence, comment dire, la pérale du buis commence à avoir ses propres ennemis naturels. Aujourd'hui, notamment les mésanges commencent à bien dévorer les pyrales. On a des systèmes, c'est toujours compliqué à mettre en œuvre, mais il y a quand même quelques systèmes de traitement biologique. Et on va arriver à une situation d'ici quelques années probablement où on aura un équilibre. Peut-être qu'il faudra surveiller un petit peu les buis, mais on ne sera plus dans les ravages qu'on a connus. Ça nous, je dirais, c'est un peu toutes ces attaques, et comme le coronavirus d'ailleurs, ça doit nous faire réfléchir finalement sur les déséquilibres environnementaux. Et je crois que ces dernières années, on a fait tout et n'importe quoi avec le buis. On a planté à toutes les sauces, on a fait venir du buis de différentes régions qui étaient produits comme ça très rapidement. On en a mis partout et finalement, on a fini par euh, entraîner des déséquilibres. Et je crois qu'il faut revenir à des équilibres. C'est pour ça que la diversité de la palette végétale, quel que soit le type de jardin, est extrêmement importante. Plus on a une grande diversité végétale, plus on a des végétaux solides, adaptés aux conditions de milieu, etc., plus on a de chances finalement de réduire les accidents comme on a pu avoir sur le buis ou sur d'autres plantes, hein, parce qu'on a d'autres plantes sont menacées aujourd'hui, y compris les oliviers d'ailleurs. Les oliviers, si on continue, on va faire des bêtises à planter des oliviers qui viennent de n'importe où, déracinés dans le fond de l'Espagne, etc. On introduit des maladies, on a fait pareil avec des palmiers, on introduit des insectes notamment.
Et il y a cette question de l'équilibre écologique, y compris dans un jardin, est extrêmement importante et il faut absolument la retrouver à la fois par des modes de gestion du jardin, mais également réintroduire un petit peu la diversité et s'appuyer sur des essences adaptées. J'aurais tendance à dire que, hors certaines régions comme la Normandie, l'Est ou un peu des parties du nord de la France, les plantes de terre de bruyère, c'est fini dans les jardins. C'est-à-dire que faire des fosses en terrain calcaire avec des plantes de terre de bruyère qui sont complètement inadaptées à ces terrains et souvent à ce type de climat, il faut arrêter avec ça. Il faut garder ces plantes là où elles peuvent véritablement se développer. Et on peut pas, un jardin ne peut pas reposer aujourd'hui si nous n'avons pas les conditions locales de climat et de sol sur des plantes de terre de bruyère. Ce n'est pas possible. Il faut retrouver des jardins plus adaptés et la palette végétale est suffisamment grande pour qu'on puisse trouver des jardins qui plaisent à tout un chacun et qui sont aussi adaptés à des conditions locales. Merci. Alors, on a 2 questions qui se rejoignent. Peut-on mettre n'importe quelle écorce en paillage ou est-ce qu'il y a des écorces, des essences comme le pin ou le cèdre à éviter? Et est-ce que vous prenez un paillage en particulier pour les potagers? Alors, les paillages, c'est aussi en fonction des types de sol. Forcément, les écorces ou les aiguilles de pin, ça entraîne une acidification qui n'est pas toujours souhaitable. Il faut faire attention aux paillages trop épais qui peuvent aussi entraîner des pourrissements, etc. Bon, voilà, c'est un peu, je ne vous donnerai pas exactement là en détail ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut vraiment adapter le paillage aux plantations. Il faut faire attention, on voit des jeunes plantations complètement noyées dans le paillage, et parfois trop, tellement trop que finalement l'humidité qui va être maintenue va contribuer au pourrissement des jeunes plantes. Le paillage est devenu ces dernières années où un thème un peu décoratif et souvent assez laid, je dois dire. C'est ce qu'on voit souvent dans les ronds-points. Ça, c'est les plus laids jardins qui soient, les ronds-points, avec des paillages qui sont rarement naturels. Enfin, en tout cas, c'est des paillages avec de l'ardoise, avec des choses comme ça. On peut arriver à des jardins pseudo-zen, etc., extrêmement laids et finalement extrêmement chauds, alors qu'on a un discours sur la diminution de l'évaporation. On peut avoir des paillages un petit peu excessifs. Alors, pour un potager, on s'appuie plutôt sur des paillages naturels et type paille, véritablement paille. Il faut faire attention aux herbes de tonte, aux herbes trop fraîches qui vont se décomposer. Un paillage doit être sec quand on l'installe. Donc, des déchets de tonte, par exemple, doivent sécher et ne doivent pas être mis en paillage frais parce que ils vont se sécher, pourrir et développer une fermentation qui peut être nuisible, alors pas aux arbres bien évidemment, mais aux petits végétaux. Merci beaucoup. On a aussi une question concernant les plantes carnivores. Qu'est-ce que vous en pensez dans un jardin ou dans une véranda et quelle est leur utilité? Je sais pas, parce que les plantes carnivores sont des plantes essentiellement qu'on cultive plutôt dans une serre ou enfin dans une véranda. Leur utilité, elles participent, sont des plantes pour beaucoup d'origine de milieux humides, hein, et qui participent à la diversité végétale. Après, je dirais, c'est pas structurant dans un jardin, hein, c'est plutôt une plante de collection. Ça peut être amusant pour les amateurs, mais ce sont des plantes qui sont plutôt réservées à un usage
intérieur et bon, assez marginal, en tout cas dans les jardins. D'accord. On a aussi une spectatrice qui nous demande quelle plante fleurie voit-on au premier plan sur la dernière slide? C'est une variété de sauge, je ne vous dirai pas le nom là exactement, enfin elle fait partie elle est assez proche de la sauge officinale, mais c'est une variété. C'est-à-dire elle a des fleurs beaucoup plus longues et elle se détache sur un buisson gris qui est du teucrium, donc qui est un arbuste qui peut monter jusqu'à 2 mètres de haut et qui là est taillé en boule et qui est très adapté à la fois à la sécheresse et aux embruns, et s'appelle la germandrée également, et c'est une plante qu'on trouve un petit peu spontanément sur le bassin méditerranéen. Merci beaucoup. On nous demande aussi comment entretenir le plus naturellement possible un gazon dans une terre qui s'assèche avec la multiplication de pâquerettes, pissenlits, trèfles et autres sortes d'adventices. Moi, je ne vais pas forcément faire une réponse qui vous fait plaisir, hein. Moi, je pense que il faut, euh, il faut faire le deuil en tout cas dans certaines régions, d'un gazon vert, anglais, homogène, dans beaucoup de régions. Il faut accepter un petit peu des accidents. En revanche, si on a de l'herbe, moi je pense qu'il faut laisser l'herbe, mais le secret d'un beau gazon, c'est la tonte, c'est une tonte régulière. Et on peut le faire avec une herbe qui pousse où se mêle à la fois de l'herbe qu'on a plantée, qui a su résister, et de l'herbe qui est venue spontanément. On peut aussi laisser quelque temps fleurir les pâquerettes, c'est assez joli. On le fait même aujourd'hui dans des jardins classiques, hein, comme le jardin du Luxembourg à Paris, où ils espacent un petit peu les tontes au printemps. Alors la pâquerette a cette capacité à refleurir très vite une fois qu'elle est passée sous les lames de la tonte. Quelques jours plus tard, elle refait des fleurs. Et ils jouent avec ça aujourd'hui pour avoir un peu ces espèces de tapis verts ponctués de blanc quelques jours. On peut jouer avec ça aussi. La question de l'adaptation des jardins à l'évolution climatique pose la question fondamentale de l'évolution des goûts également en matière de jardin. Je crois qu'il faut à la fois, et on le comprend encore plus dans les jardins historiques, on peut maintenir certaines traditions et des formes de jardin, et moi je défends ça, et à la fois, il faut savoir en partie les réinterpréter, que ce soit des jardins de type anglais ou de type plus français ou d'autres styles de jardin. Euh, et je crois qu'il faut aussi faire évoluer le regard. Alors vous me direz, ça suffit pas, et je ne peux pas vous donner que ça comme réponse. Je pense qu'il faut l'accompagner, et je pense que ces contraintes, il y a toujours eu des contraintes, hein, de toute façon en matière d'art des jardins. Il y a toujours des contraintes parce que le climat a toujours évolué. Au XVIIe siècle, cette période du règne de Louis XIV, notamment, on l'a appelé le petit âge glaciaire. Il y avait des hivers qui étaient beaucoup plus rigoureux qu'aujourd'hui, où on pouvait avoir régulièrement moins 20 degrés. Donc là aussi, à l'époque, il fallait probablement adapter les jardins à ces conditions-là. Et donc finalement, les contraintes, il faut les prendre aussi, il faut savoir les accompagner et les prendre aussi comme de véritables opportunités, d'occasion de faire évoluer les jardins, de produire de nouvelles formes. Et c'est aussi pour ça que je vous ai montré des jardins historiques, c'est-à-dire des jardins où on doit conserver une certaine image, et pour vous montrer aussi que même dans ces jardins, que ce soit Chambord, les Tuileries, le jardin du Luxembourg ou d'autres jardins d'ailleurs, ces jardins peuvent rester eux-mêmes tout en évoluant. Et c'est ça qui est important, c'est de savoir où on peut intervenir, soit en matière de gestion, soit en matière d'adaptation de la palette végétale, et comment finalement on accompagne ces jardins dans le temps. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous repréciser ce que c'est que la végétation indigène? Alors, la végétation indigène, c'est la végétation qui pousse naturellement
dans telle ou telle région. C'est la végétation qu'on va trouver dans la campagne, qu'elle soit de type tempéré, du bassin parisien, ou végétation de type méditerranéen, ou la végétation qu'on va retrouver dans les zones de petite montagne, moyenne montagne ou haute montagne. C'est une végétation spécifique et caractéristique d'un type de climat qui va se retrouver sur des aires géographiques plus ou moins grandes. Par exemple, l'aire naturelle du chêne vert, aujourd'hui, elle est en train de dépasser Valence. Donc, ça veut dire qu'elle remonte. Le chêne vert est une plante méditerranéenne, du bassin méditerranéen à l'origine. C'est même la base de la forêt méditerranéenne à l'origine. Et au fur et à mesure du radoucissement du climat, le chêne vert, peu à peu, remonte à la faveur à la fois du transport des graines, mais aussi des actions humaines. Hein. Et le chêne vert actuellement, j'ai vu ça sur une petite parcelle dans le bois de Vincennes à Paris, il est en train même de s'acclimater, c'est-à-dire l'acclimatation, ça veut dire aussi que à un moment donné, une essence qu'on a introduite, et ça c'était le cas dans le bois de Vincennes, à un moment donné, on a planté quelques chênes verts, mais aujourd'hui, les glands ont la capacité de se ressemer et de créer de nouveaux arbres. Ça veut dire que les hivers sont beaucoup moins rigoureux et que le chêne vert, qui jusque-là pouvait résister un petit peu dans le nord, parce qu'il était planté, mais n'avait pas la capacité à se reproduire. Et quand un arbre ou une plante, quelle qu'elle soit, est en capacité de se reproduire, c'est qu'elle est complètement acclimatée. Et donc, ça dit aussi de l'évolution du climat. Et les botanistes qui surveillent beaucoup, qui étudient l'évolution climatique à travers l'évolution des végétaux, constatent effectivement que certaines aires géographiques de telle ou telle plante, qui étaient méditerranéennes jusque-là, remontent progressivement sur le territoire français. Et d'autres plantes vont de plus en plus régresser. Ça va être le cas du hêtre, par exemple, qui va trouver en plaine des zones trop sèches pour s'adapter, et qui peu à peu va se réfugier dans des zones plus fraîches, et notamment plus en altitude. Mais ce sont des phénomènes qu'on a constatés dans l'histoire, dans la longue histoire de la terre et des plantes. Sauf que aujourd'hui, et ça c'est un problème, c'est accéléré par le réchauffement climatique, qui n'est pas un réchauffement naturel, qui est vraiment du fait des activités humaines. Donc, d'où une difficulté aussi des plantes, et de certaines plantes, à s'adapter véritablement. Les plantes, à travers le temps, et à travers les millénaires, se sont toujours adaptées au changement de climat en créant de nouvelles formes, etc. Mais actuellement, dans certaines zones, le réchauffement est tellement rapide que il est trop rapide pour, à l'échelle du temps nécessaire à l'adaptation des végétaux. Merci. Justement, certains spectateurs s'inquiètent de l'avenir des hortensias. Est-ce que certains hortensias supportent la sécheresse? Alors oui, il y a quelques variétés d'hortensia qui sont un petit peu plus résistantes, mais l'hortensia est quand même globalement une plante plutôt de terrain frais et de climat pas très chaud. Alors, je vous rassure, on pourra avoir toujours des hortensias, on en a toujours eu, et on a toujours aimé ça en Méditerranée. En Méditerranée, on a toujours aimé l'exotisme en Méditerranée. C'est des plantes qui ne peuvent pas pousser en Méditerranée. Mais l'exotisme, ce n'est pas forcément des plantes venues de pays exotiques, c'est des plantes qu'on ne peut pas cultiver dans sa région. Et en même temps, quand on ne peut pas cultiver ces plantes dans sa région, on trouve quand même des conditions, des zones de sous-bois, des lieux frais qu'on va arroser à ce moment-là, pour cultiver quelques camélias, quelques hortensias en milieu méditerranéen. De même qu'on a inventé des orangeries pour cultiver des agrumes dans le nord. Donc, on trouvera des adaptations. En même temps, ça pourra se faire ponctuellement, c'est-à-dire que dans certaines régions, l'hortensia, qui poussait presque comme de la mauvaise herbe, pourrait devenir un petit peu plus rare, et pourrait nécessiter, et on le voit déjà d'ailleurs, plus d'arrosage, en tout cas de paillage, et peut-être aussi qu'on va trouver progressivement des variétés, certaines variétés, il y en a déjà, je ne vous dirai pas des noms là, mais il y a quelques variétés qui sont un petit peu
plus résistantes au sec, comme l'hortensia, et au calcaire notamment, comme l'hortensia quercifolia à feuilles de chêne, qui s'avère déjà plus résistant au calcaire, notamment. Très bien. On vous demande aussi si les cèdres sont menacés par le changement climatique et est-ce qu'ils craignent la sécheresse? Oui, et curieusement, on a même un problème sur les cèdres aujourd'hui. Ils peuvent avoir à souffrir de stress. Pourtant, le cèdre est originaire de zones sèches, mais on a aujourd'hui quelques problèmes de dégénérescence sur certains cèdres. Je pense que quand on a des vieux arbres, les vieux arbres sont fragiles par essence, et il faut en protéger toute l'aire des racines, c'est-à-dire en gros ce qui correspond à la surface des branches, et où là il faut beaucoup moins tondre, par exemple, arroser dans les périodes extrêmement sèches, pailler, apporter un amendement. Il faut, et on le fait de plus en plus, notamment dans les grands parcs, y compris à Paris, où l'ennemi, alors ça c'est plutôt dans les parcs publics, mais l'ennemi des vieux arbres, c'est aussi le tassement du sol, et donc le surpiétinement au pied des arbres. Mais en gros, les vieux arbres, il faut même pas il faut faucher plutôt que tondre au pied des vieux arbres. C'est-à-dire il faut laisser pousser l'herbe ou planter un tapis de plantes vivaces, un petit peu adaptées, mais qui vont entretenir à la fois la fraîcheur et un sol beaucoup plus fertile pour ces arbres. C'est un des moyens d'accompagner ces arbres dans leur vieillesse très souvent. Et peut-être une dernière question de certains spectateurs qui vous demandent comment empêcher l'herbe de pousser dans les calades ou que faire contre les mauvaises herbes. Alors, les mauvaises herbes, dans une calade, on peut les remplacer par des herbes plus intéressantes. On peut semer, il y a des érigérons, notamment Mucronatus, qui fait des petites marguerites blanches hyper vivaces. Il y a un certain nombre de thym, de serpolets, etc., qui peuvent être intéressants, qu'on peut semer dans les calades. Après, si vous voulez vraiment pas d'herbe du tout, il y a de moins en moins d'herbicides, donc, sinon ils sont interdits, même d'ailleurs, pour la plupart, au public aujourd'hui. Alors on peut encore s'appuyer sur quelques stocks qui ont été faits depuis des années, mais il y aura péremption à un moment donné. Et là, à ce moment-là, si vous voulez vraiment une calade impeccable, c'est quand même un peu de l'huile de coude, hein. Et après, on peut s'appuyer sur des choses, le désherbage, un petit peu un coup de chalumeau, etc. Alors, pense que ça, il faut le faire assez souvent. C'est des petites interventions qui peuvent être rapides, mais si on ne le fait pas souvent, ben, ça ne marche pas. Et sinon, il y a effectivement, quand je vous disais, la substitution de la mauvaise herbe à des herbes qui sont coriaces aussi, mais qui peuvent avoir un intérêt esthétique. Donc, c'est soit une évolution finalement de l'image, soit si vous ne souhaitez pas évoluer sur cette image, eh bien, c'est consacrer plus d'énergie à ça, et peut-être moins à d'autres parties du jardin aussi, hein. On peut faire ça aussi, c'est-à-dire que c'est un travail, c'est ce qu'on appelle la gestion différenciée, qu'on pratique beaucoup aujourd'hui dans les villes, dans les services de parcs et jardins, puisqu'on choisit de traiter certaines parties de manière plus naturelle, où on va intervenir beaucoup moins souvent, et puis les parties horticoles qu'on souhaite maintenir avec des allées propres, ratissées, des plates-bandes très élaborées qu'il faut désherber constamment. Ben là, on va mettre toute l'énergie finalement et la main-d'œuvre beaucoup plus sur ces parties-là, mais on va réduire d'un autre côté certaines parties du parc ou du jardin, pour là être plus dans une gestion, on va dire, un peu plus naturelle, et notamment avec des plantes couvre-sol, hein, toutes ces plantes vivaces qui s'étalent et qui ont cette capacité finalement
à étouffer un petit peu la mauvaise herbe, réduisent un petit peu le temps de travail. Et puis à côté, on peut se permettre aussi d'avoir une esplanade, par exemple, hein, impeccable, parce qu'on pourra y passer plus de temps. Je pense qu'il faut envisager une autre façon de répartir, de répartir les forces. On peut avoir de très beaux jardins, gérer d'un côté plus naturellement et de l'autre côté passer plus de temps sur des points un petit peu emblématiques. Et on vient de plus en plus à ça, effectivement. Et moi, je ne suis pas trop favorable à l'utilisation du vinaigre d'alcool ou des choses comme ça contre les mauvaises herbes ou du sel, etc., parce que ça pollue les sols. Ça contribue à polluer les sols et quand vous avez à côté des allées, etc., d'autres plantes, etc., au fil du temps, vous polluez les sols et vous contribuez à la dégradation des sols et donc à la dégradation des plantes, également. Merci beaucoup. Puis il y a le paillage, hein, qui peut être aussi, hein, on en parlait, mais une façon de réduire parfois la mauvaise herbe. En tous les cas, Michel, merci pour toutes ces explications et puis ces conseils pratiques qu'on a peut-être déjà tous commencé à mettre en pratique. Mais bon, l'évolution des arbres, ça m'a particulièrement intéressée parce qu'on constate que voilà, les tilleuls, les hêtres sont quand même soumis à rude épreuve avec ce réchauffement climatique. C'est même la grande question, l'évolution des arbres, parce que avec les petites plantes, c'est pas très grave. Et puis elles s'acclimatent, elles s'adaptent beaucoup plus vite, hein. Mais les arbres, c'est compliqué parce que quand on doit renouveler une allée, etc., on s'engage pour des décennies. Et donc, les choix aujourd'hui doivent être vraiment réfléchis. Il ne faut pas vouloir recréer ce qui ne marchera pas dans quelques années, qui marche encore parce que ça vivote, etc., mais qui ne marchera pas dans quelques années. C'est très compliqué. Non, oui, c'est très compliqué. Et puis de voir, en fait, d'être obligé d'enlever une allée complète parce que voilà, vous avez des sujets qui sont déjà morts. Quand ça repart à tout petit niveau, c'est vrai que ça a un côté, ça perturbe, je dirais, un jardin et un parc complètement. En tous les cas, votre conférence, comme la première fois, était extrêmement intéressante. Et je ne vais pas vous dire que jamais 203, mais peut-être qu'à la rentrée, on pourrait peut-être avoir une nouvelle thématique voilà, sur les jardins. On trouvera une autre thématique s'il y a des thématiques un petit peu qui remontent. Alors là, la thématique, elle était en partie technique. Enfin, je ne l'ai pas voulu complètement technique parce que je pense qu'il faut avoir une approche aussi culturelle des jardins dans cette perspective de réchauffement climatique. Parce que le jardin, il y a quand même cette dimension culturelle qui est essentielle et qu'il ne faut pas perdre. Il ne faut pas être que technique. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension technique, évidemment, qu'il faut appréhender. Mais si des sujets émergent comme ça, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Bon, mais en tous les cas, cet aspect technique était extrêmement intéressant. On le voit à travers toutes les questions qui vous ont été posées. Voilà, ça intéressait, je pense, un grand nombre de nos adhérents. Michel, en tous les cas, un bel été à vous. Merci, bel été à vous également, Gaëtane, et à tous. À très bientôt et au revoir. Merci, au revoir.